Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Paris Live, qui est le rendez-vous web incontournable des Grands Parisiens. Cette émission est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et l'Institut des hautes études des métropoles. L'objectif de cette émission, vous le connaissez maintenant, c'est de proposer aux décideurs grands parisiens de partager les enjeux essentiels du Grand Paris. Et il y en a, ils sont nombreux. Et pour ce faire, nous recevons des dirigeants publics et privés, des experts, des sachants, des praticiens, des dirigeants et évidemment des élus. Nous avons reçu un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises du secteur privé, opérateurs urbains, que ce soit de l'immobilier en particulier, et nous recevrons très prochainement Stéphane Layani, président de Rungis, Édouard Reynaud, directeur général de Transdev, Sylvie Dao pour Air Nouvelle, Engie. Mais Grand Paris Live s'intéresse aussi à l'action des collectivités pendant la crise et pour la relance que nous attendons tous. Et c'est ainsi que nous avons reçu déjà Philippe Laurent, le maire de Sceaux, Guy Kaufmann, DGS du département du Val d'Oise. Nous allons recevoir très prochainement Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, Michel Leprêtre, le président de ce fameux T12, le plus grand territoire du Grand Paris, le 2 juillet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, le très grand plaisir, je peux le dire, de recevoir Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil et président de la métropole du Grand Paris. Alors cette émission, vous le savez, est un webinar que vous pouvez suivre en direct sur nos sites, sur les réseaux sociaux, poser vos questions. Vous êtes plus d'une centaine à être inscrits déjà sur le webinar, ce qui est un très beau score. Pour son animation, je suis accompagné de François-Xavier Beson, que vous connaissez maintenant, qui est rédacteur en chef du Journal des communes, la plus vieille revue destinée aux maires et aux communes, puisqu'elle a été créée en 1827. C'était la question rouge du Grand Paris Live. Voilà. Alors, pour lancer le sujet, Patrick, la crise du Covid a pu être interprétée par certains comme l'attaque en règle d'un virus anti-mondialisation, un virus qui aurait visé tout particulièrement les métropoles. Alors évidemment, c'est stupide parce qu'un virus ne choisit pas ses cibles. Évidemment, c'est un effet d'optique parce que le virus a frappé là où il y avait le plus de victimes et le plus de monde. Mais cette crise a pourtant révélé des choses très étonnantes. D'un côté, un retour aux sources de certains de ses habitants qui ont fui les grandes villes. C'était le fameux exode des urbains ou des métropolitains à la campagne. Inversement, cette crise a montré le retour de la nature en ville. Chacun a vu les canards de la place de la Comédie Française, les renardeaux du Père-Lachaise, évidemment les rats de la ville de Paris qui existaient déjà avant. La crise a révélé aussi les bénéfices d'une ville apaisée, d'une ville propre, non polluée. Certains ont dit d'une ville morte, bien sûr. Plus de RER suffocants, pas de métro en panne, pas de voitures, donc pas de bouchons, pas de pollution, pas de microparticules, plus de saleté, en tout cas moins, plus de trafic de drogue. Cette crise a révélé enfin la valeur des circuits courts, les approvisionnements de proximité, le cuisiner chez soi. Et en fait, elle a redonné une valeur, finalement, tout l'inverse de la vie urbaine moderne. Alors ça, ce sont quand même des questions qui nous interpellent. Et surtout, cette crise, et là c'est une question peut-être plus politique, elle a révélé d'énormes fractures entre ses habitants, et je ne parle pas du Grand Paris, je parle en général des grandes métropoles où cette crise a frappé, fractures entre les habitants protégés à l'abri du télétravail ou les habitants exposés, travailleurs dans l'espace public en particulier, ou dans les hôpitaux évidemment, dans les grandes surfaces qui ont continué à travailler, fracture entre les confinés qui étaient bien chez eux puis ceux qui y étaient mal, fracture entre les territoires riches et les territoires plus pauvres. Alors, pour lancer ce débat, cette interview de Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, à l'Institut des hautes études des métropoles, nous disons que les métropoles, en réalité, ont une mission, c'est de réparer les dégâts de l'hyperville qui est inégale, insoutenable et pour certains invivable. Et c'est la fameuse notion de métropole réparatrice. Alors, pour lancer notre interview, ma question, Patrick, est-ce que la métropole du Grand Paris a eu ou peut avoir un rôle à jouer pour réparer les dégâts de cette crise sur les 131 villes qui composent cette métropole? Et si oui, quel rôle? Je te laisse la parole, on te remercie encore du temps que tu consacres à Grand Paris Live.
Merci, Président. Merci, cher Jacques, et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être témoin de ce Facebook Live. Ce que je veux dire sur la réponse, c'est que je ne suis pas capable de répondre aussi simplement que la question a été posée. Parce que la métropole réparatrice, ce n'est pas sa fonction première. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la crise, si tu le permets, cher Jacques. J'ai entendu des choses qui sont vraies, et tu as posé une question, pourquoi le virus dans la métropole, c'est encore la question que tu as posée. Il y a eu moins de personnes contaminées par le virus au fin fond du Périgord, dont je suis originaire, qu'il y en a eu dans la métropole du Grand Paris. Pourquoi? C'est bête comme question. La réponse est aussi bête, c'est la densité. Est-ce que la métropole et les grandes métropoles sont victimes de la prolifération de ce virus à cause de la surdensité qui existe sur leur périmètre et sur leur territoire? Il y a une première question qu'il faut se poser. Cette crise peut recommencer et ce virus peut revenir ou d'autres peuvent arriver. Et l'intelligence collective du gouvernement et des élus devrait être de se dire, est-ce qu'il faut continuer? Tu vois, je pose un problème qui va permettre d'aborder les problèmes d'avenir. Est-ce qu'il faut continuer à subir les flux démographiques qui se déversent sur la métropole du Grand Paris pour construire toujours plus, densifier toujours plus, et malheureusement ne pas être capable de créer autant d'emplois qu'on en a besoin? C'est un vrai problème. Ou faut-il au contraire que le gouvernement se pose la question de renouer avec des politiques d'aménagement du territoire qui ont disparu, au principe de la décentralisation, et ces politiques d'aménagement du territoire pourraient permettre éventuellement de redistribuer la richesse ou de favoriser l'installation de la richesse dans des périmètres qui seraient organisés pour, avec bien sûr les logements à côté. Donc c'est le problème de la densité. Faut-il qu'on continue cette course contre la montre qui permet de surdensifier en permanence et demain, s'il y a une autre pandémie, d'être autant et encore plus victime? Ben moi, c'est une interrogation, Monsieur le Président, que je retire de ce que j'ai vécu en tant que maire de Rueil, parce que pendant 2 mois et demi, j'étais tous les jours dans ma mairie, présider une cellule de crise, et j'ai vu des choses terribles. Et j'en étais très malheureux de la souffrance de ma population qui était à l'égal de toutes les autres populations. Donc avant de parler de ce que fait la métropole, il faut se poser la question au niveau de l'État, que peut tirer comme conclusion l'État de ce qui s'est passé en termes d'aménagement du territoire et de répartition des activités productives, de la richesse et des logements. Alors après, tu me demandes si la métropole peut réparer. Réparer, ça veut dire que dans le cadre de ses compétences, utiliser ses compétences pour engager des actions réparatrices. C'est ça que ça veut dire. C'est bien ça. Voilà, donc nous avons pris des décisions. Je pense par exemple à l'environnement. Oui, mais attends, on a pris des décisions. Parce que nos compétences sont importantes, mais ne sont pas aussi nombreuses que j'aurais aimé les avoir. Mais enfin, parmi les compétences que nous avons pu prendre plusieurs décisions. D'abord, j'ai fait voter une dotation de solidarité communautaire de 15 millions d'euros qui est répartie à due proportion par rapport à la richesse des communes, qui font que certaines communes ont touché 350 000 euros de subventions, d'autres n'en ont touché que 20 000, en fonction bien sûr de leur richesse. À commencer par la mienne qui a touché 33 000 euros par exemple, une de celles qui ont touché le moins. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'on aide les communes avec ces subventions pour subvenir aux dépenses que les communes ont été obligées d'engager pour lutter contre le Covid. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, mes amis, vous n'êtes pas rendu compte, vous, parce que vous n'êtes pas maire. Mais le problème, c'est que pendant 3 mois, les maires ont eu des dépenses sans avoir de recettes. Et que les budgets des communes sont extrêmement mis à mal. Et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut aider. C'est ce qu'on a voulu faire par rapport aux dépenses dites Covid. Ensuite, nous avons lancé un plan de relance métropolitain de 110 millions d'euros. Ce plan de relance va être lancé et lancé
et on va le développer pour les 131 communes qui seront candidates sur des thématiques particulières. Je vous cite les 5 axes de ce plan de relance, parce que 110 millions, ce n'est pas rien, pour pouvoir les aider: la santé et la sécurité alimentaire, l'économie et la culture de proximité, la transition écologique et le développement des mobilités douces, l'aménagement du territoire et le logement, et la transition numérique et la lutte contre la fracture numérique. Donc les communes sont appelées à présenter des projets sur ces 5 thématiques. Il y a 50 actions, je ne vais pas vous les détailler, ça serait trop long, très précises, qui sont mises au choix des mairies et qui nous présenteront des dossiers, et dans ces 110 millions d'euros, elles recevront des subventions pour les aider justement à compenser le manque de financement lié à la crise du Covid. Ensuite, on a voulu aider l'hôpital. On a voté 6 millions d'euros le 15 mai dernier lors du Conseil métropolitain, qu'on a réuni dans des conditions un peu particulières. Nous étions 24 avec des procurations, alors que nous sommes 209 d'habitude. C'est l'ordonnance de mars de 2020 qui nous a permis de le faire. Et sans ce vote, on n'aurait pas pu faire ce que je viens de dire. On a voté donc pour 4 millions d'euros pour la PHP, pour aider les hôpitaux de la PHP dans les difficultés qu'elles rencontrent, et 2 millions d'euros pour les 2 hôpitaux hors APHP sur le périmètre de la métropole. Et je pense qu'on va faire une rallonge pour ces hôpitaux, car nous avons été un peu justes dans les subventions qu'on veut leur donner. Voilà, ça c'est pour aider autant tous ceux qui ont été des héros dans le cadre de l'hôpital que ceux qui sont aussi des héros à leur manière, les maires, dans le cadre de leur commune. Et nous avons donc ce plan de relance économique de 110 millions qui est très important. Je pense qu'on parlera d'autres engagements qu'on a pris, notamment pour l'olympisme, puisque avant-hier, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Et le dernier point, c'est que j'ai eu avec Valérie Pécresse des entretiens très positifs, et la métropole a accepté de participer au fonds de résilience régionale de l'Île-de-France. Et nous sommes le deuxième financeur, la métropole publique, collectivité, pardon. La région étant le premier à 25 millions d'euros. La métropole met 14 millions d'euros dans ce fonds. Bien sûr, la Banque des territoires met 25 millions d'euros, mais ce n'est pas une collectivité. Et d'autres participent, les territoires, les EPT, certaines communes, etc., etc. Et les départements, enfin au moins un département ou 2 départements que je tiens à remercier. Nous avons eu hier une réunion avec Mme Pécresse pour mettre en place la gouvernance et le fonctionnement de ce fonds de résilience qui va permettre d'aider les entreprises de 0 à 20 salariés dans des conditions qui permettront d'aider ceux qui n'ont pas eu accès au système bancaire. Donc ça va nous permettre de travailler, nous, pour plus de 90 000 entreprises qui sont sur le périmètre de la métropole, parce que ces crédits sont localisés par rapport à la collectivité qui apporte son financement. Donc nous, on va globaliser Paris, mais également, je crois, ce Paris met 10 millions d'euros. Donc nous, on va globaliser nos aides de la métropole et celles de Paris sur la ville de Paris, mais aussi sur les 130 autres villes dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est quand même un panel assez complet de mesures qu'on a prises très rapidement pour pouvoir aider autant les communes que l'activité économique dans le cadre de ce que tu appelles la réparation. Et puis enfin, je termine sur la transition énergétique, car je pense qu'il faut aller plus vite que nous ne sommes jamais allés. C'est une leçon que je retire de cette mauvaise période du virus. Il faut aller plus vite vers les gestes, entre guillemets, écologiques dans le cadre de l'environnement, c'est-à-dire le développement durable au niveau du vélo et des pistes cyclables. Je viens de sortir d'une réunion avec les collaborateurs du Fonds d'investissement métropolitain, où on va apporter beaucoup de subventions pour la création de pistes cyclables. Et je viens de prendre une décision importante, qui est de mettre en place le système Métropolis, dont les premiers contacts ont déjà été pris avec les communes, c'est-à-dire se servir, je vous montre je ne sais pas si on le voit à l'écran, le document que Métropolis nous a transmis. On va créer plus de 3000 points de recharge électrique sur l'aire métropolitaine. C'est pas rien. Et j'ai demandé qu'on utilise essentiellement la réhabilitation des bornes d'Autolib, que j'ai demandé à certains maires de laisser en place. Ça y est, ça va être fait, de telle sorte qu'elle puisse être réactivée au bénéfice de Métropolis. Et Métropolis donnera 5 000 € par borne
réhabilitée à la commune dans laquelle elle est réhabilitée. Donc c'est gagnant-gagnant. Les communes ne dépensent rien, elles gagnent de l'argent et on favorise les recharges électriques des véhicules électriques que l'on veut aider par les subventions que la métropole donne aussi pour l'achat de véhicules propres électriques ou de vélos électriques également. Voilà, ça donc on a un panel. Paris ou pas? Hein? Est-ce que ça concerne la ville de Paris ou pas, cette mesure? Non, non. C'est hors ville de Paris, parce que nous avons un accord avec la ville de Paris qui a d'énormes moyens plus importants que ceux de la métropole. Et je remercie Anne Hidalgo au passage, qui effectivement comprend très bien qu'on ne peut pas donner autant partout et qu'on consacre nos crédits hors ville de Paris. C'est pareil pour Vélib. On a créé 400 stations de Vélib hors Paris, Paris assumant ses propres responsabilités. Et si Paris a besoin qu'on l'aide dans le cadre de son développement, bien sûr, si la maire de Paris le demande, la métropole l'aidera. J'écoute. Oui. Je n'entends pas. J'ai un petit peu de mal avec ce micro. Bonjour, Monsieur Ollier. Au-delà du fonds résilience et de votre participation, qui est significative, comme vous avez rappelé, quelles ont été la teneur, peut-on savoir quelle a été la teneur de votre discussion avec Madame Pécresse? Qu'est-ce que vous avez envisagé? Notamment, je crois que la région Île-de-France parle d'un acte 2 de la relance, après ce qui a été présenté récemment, au mois de septembre. Est-ce qu'elle vous a sollicité sur ce point pour que vous entriez dans la boucle, en quelque sorte? Oui, mais nous sommes en collaboration très positive et très concrète avec la région Île-de-France. Vous savez qu'il y a eu, depuis 4 ans que la métropole existe, quelques difficultés au niveau de la conception que les uns et les autres nous pouvons avoir de l'organisation de la métropole, de son périmètre, de sa gouvernance. Donc nous avons décidé de laisser de côté ces questions, disons, d'avenir global, un avenir global de la métropole à travers une loi et qui devait être votée, qui ne l'est pas, qui le sera peut-être demain, on verra. On a décidé de laisser tout ça de côté pour s'intéresser à l'intérêt général et de travailler ensemble, ce que nous n'avions pas fait jusqu'à présent, pour justement ce plan de relance que l'on veut faire, ce plan de résilience auquel nous participons. Je répète, nous sommes le 2e financeur. Et bien entendu, avec Valérie Pécresse, nous sommes mis d'accord pour que cette collaboration, qui s'est bien engagée d'une manière positive, puisse se poursuivre dans l'avenir en tant que de besoin, y compris pour la 2e phase dont vous venez de parler, du plan de relance. Mais ça, c'est des opérations que l'on envisagera après les vacances. Voilà, donc c'est un bon début. Et je suis certain qu'il va se poursuivre parce qu'il n'y a pas de problème entre Mme Pécresse et moi-même. Il ne peut donc pas y avoir de problème entre la métropole telle qu'elle est aujourd'hui et la région. S'il y a des problèmes un jour, ils interviendront lorsqu'une nouvelle loi sera votée. Ce n'est pas le cas. Alors, dans les missions ou dans les attendus de la métropole, je me reporte au début, la mission de préfiguration, etc., certains, et la loi d'ailleurs, la loi assigne à la métropole une fonction de rééquilibrage territorial, social, etc. Est-ce que après à la fin de cette première mandature, qu'est-ce que tu peux dire de l'action de la métropole du Grand Paris en matière de rééquilibrage? Alors, on pense évidemment à l'ouest et à l'est. Bon, c'est quasiment un cliché maintenant, mais aussi entre le nord et le sud, puisque il y a aussi ce rééquilibrage entre le nord et le sud. Alors, tu vas sans doute nous parler du fameux CAO, Centre aquatique olympique, mais de manière plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la métropole a pu exercer ce rôle de rééquilibrage? Alors, je pense que depuis 4 ans que nous existons, il y a eu vraiment 2 années, 3 maximum. La première année était la mise en œuvre, et tu en sais quelque chose, que tu y as participé, de nos instances, de notre gouvernance. Il y a eu vraiment 3 années budgétaires pleines. Et ces 3 années budgétaires ont été conçues dans le cadre de la gouvernance partagée qu'on a su tous ensemble mettre en place, c'est-à-dire laisser nos problèmes politiques en dehors de la gestion de la métropole et ne s'intéresser qu'à l'intérêt général. Nous avons réussi à mettre en place une politique que je qualifie de rééquilibrage, c'est-à-dire que les dossiers qui ont été décidés l'ont été en fonction de la capacité financière des villes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dotation de solidarité métropolitaine. C'est effectivement par rapport à la richesse des villes, avec 3 critères qui ont été pris en compte.
pour pouvoir effectivement donner plus à ceux qui en ont besoin et moins à ceux qui en ont moins besoin. Donc c'est du rééquilibrage. Je préfère dire rééquilibrage plutôt que péréquation. Ensuite, dans le cadre du fonds d'investissement métropolitain, nous avons un fonds avec une vingtaine de personnes autour de la table, avec des personnalités comme Gilles Carrez, qui était le président de la commission des finances de l'Assemblée, qui est notre président de commission des finances, et tous ensemble, avec ces personnalités, M. Le Bouillonnec, qui est notre vice-président en finances, qui lui est socialiste, nous avons mis en place ce fonds qui a quand même permis de consacrer 150 millions d'euros sur 600 projets. Ce n'est quand même pas rien. Alors je sais bien que la presse n'en parle pas trop, parce que la seule question de la presse parle, c'est l'avenir de la métropole, l'avenir de la métropole. Mais en attendant de parler de l'avenir de la métropole, elle travaille. Et ces 600 projets sont choisis par le fonds en fonction, effectivement, du mieux possible, parce qu'on va affiner le règlement pour l'avenir. Je ne sais pas ce que l'avenir réservera à la métropole après les élections municipales, mais en tout cas, la gouvernance de la métropole a l'intention de revoir le règlement du fonds d'investissement métropolitain, qui est bien rodé maintenant, avec ces 150 millions d'euros qu'on a donnés, de telle sorte que ces critères d'appréciation de la subvention par rapport aux besoins des communes les plus défavorisées, aux besoins de financement pour le rééquilibrage territorial, soient plus pertinents dans le cadre du fonds d'investissement métropolitain, à la lumière de ce qu'on a fait pendant 3 exercices budgétaires. Donc c'était une évolution qui va dans le sens de ce que tu dis, comment on l'a fait dans la dotation de solidarité. Et enfin, sur Inventons la métropole du Grand Paris, alors je ne vais pas ressortir les bouquins, mais enfin je vais vous les montrer, les 2 bouquins des 2 concours. Ils sont Attention, énormes. parce qu'il y a un président qui s'est présenté devant la presse avec un livre sacré, donc je t'invite à ne pas le copier. Bon. En tout cas, ces bouquins sont importants parce que ils font ressortir la qualité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plus d'image à l'écran. Tu apparais, tu es toujours là. Non, alors si j'apparais, c'est bien. Il faut ressortir la qualité des. Si on pouvait me remettre l'image à l'écran, là. La qualité des travaux de ces concours Inventons la métropole, parce que ça nous a permis de choisir sur les plus de 50 villes, de choisir comment dirais-je, la manière d'aider du mieux possible les communes qui en ont le plus besoin, une fois de plus, sans avoir de critères précis, je le reconnais, mais en faisant des choix d'opportunité par rapport à la volonté des maires qui ont voulu participer à ces concours et qu'on a aidé. Et moi, je me réjouis d'avoir vu beaucoup plus de projets d'Inventons la métropole du Grand Paris à l'est et au nord de Paris, plutôt que du côté de notre département des Hauts-de-Seine. Je m'en réjouis pas tant que ça, mais je suis heureux de voir que effectivement, ce sont ceux qui en avaient le plus besoin, qui ont été le plus aidés, et puis de l'autre côté, on a peut-être eu moins la volonté de participer à ce concours, je peux le regretter. Donc tout ce qui est fait dans la métropole est de nature à aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire le rééquilibrage territorial et la solidarité, sans pour autant faire de péréquation. Est-ce que cette... Oui, François-Xavier, à toi. J'avais une petite question justement à propos de projet de réalisation. Les retards sur les chantiers à la fois du Grand Paris Express et des JO 2024 seront-ils rattrapés, à votre avis? Qu'en disent les entreprises? Est-ce que ces 2 mois sont vraiment incompressibles, ou est-ce que d'ici à la fin de l'année, ou en tout cas dans le courant de 2021, on aura repris le rythme? Ça dépend des chantiers, ça dépend des projets. Je suis moi-même concerné en tant que maire parce que je construis et surveille ce qui est un des plus grands complexes sportifs d'Europe, dans un gymnase sur lequel on va mettre à 15 mètres de hauteur un stade sur le toit, duquel on va mettre un stade. C'est un projet énorme que l'entreprise Léon Gross construit. Et la question que je me pose aujourd'hui avec cette entreprise, c'est quelles vont être les conséquences. Les conséquences, c'est 3 mois de retard dans la finalisation. Et en définitive, on a négocié, on arrive à 2 mois de retard, ce qui est quand même pas cher payé, pardonnez-moi de dire ça, par rapport aux terribles conséquences de cette crise. Les entreprises font des efforts énormes pour rattraper leur retard. D'abord, c'est leur intérêt, et c'est leur intérêt bien sûr, mais c'est aussi l'intérêt des collectivités. Donc dans chaque dossier, il y a des négociations qui interviennent avec la commune, bien sûr, pour gagner du temps et rattraper le retard. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Bien sûr qu'il y aura des retards liés au Covid, car 2 mois, ce qui fait 3 mois en vérité, d'inactivité, de redémarrage lent, ne se rattrape pas d'un claquement de main. Voilà, donc il y aura des retards, mais tout est fait pour les limiter au maximum. Moi, je cite un dossier qui est celui du Centre aquatique olympique. Nous avons lancé, je crois que c'était avant-hier matin, la bâche sur la plaine Saunier et le lieu où va être construit le centre aquatique olympique, parce que c'est la métropole qui est en charge de cette construction. C'est quand même, je veux dire, en plaisantant, une bête de 147 millions d'euros. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, la photo ne sort pas très bien, mais c'est un magnifique bâtiment qui a été présenté avec, il y avait une trentaine de journalistes, ça a été avec Tony Estanguet, Madame Hidalgo, il y avait le président Roussel, il y avait le maire de Saint-Denis, le président Brauzek, il y avait toutes les autorités, y compris les représentants des autorités de l'État, pour ce lancement de ce projet. Eh bien, ce projet, malgré, cher ami, le retard lié au Covid, n'aura pas de retard de calendrier. La région a été parmi nos participants, parce qu'elle est parmi nos partenaires, et tout le monde a pu constater qu'il n'y aura pas de retard. J'ai réuni le conseil métropolitain le 15 mai, dans des conditions, chers amis, qui étaient un peu compliquées. On me l'a assez reproché d'ailleurs, je ne sais pas si Jacques, tu es au courant de tout ça. On me l'a assez reproché parce que nous étions 24 en réunion au lieu d'être 209, porteurs chacun de 2 procurations pour respecter la règle de l'ordonnance avec un quorum particulier. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas fait ce conseil métropolitain le 15 mai, alors qu'il aurait fallu le faire autour de fin avril, nous n'aurions pas été dans les délais pour que le permis de construire puisse être déposé fin octobre. C'est une course contre la montre. On a réussi à le faire, on a fait voter, on a choisi Bouygues et on a présenté ça avant-hier matin. Et il n'y aura pas de retard pour le centre aquatique olympique qui représente un investissement, rien que le centre, de 147 millions, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà. Donc tout est fait, chers amis, pour que les entreprises qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de retard et les collectivités qui ont autant d'intérêt s'associent pour éliminer toutes les difficultés qui peuvent intervenir et pour créer des retards et pour simplifier les relations entre eux et nous, parce que c'est l'intérêt de l'emploi, c'est l'intérêt de la création de richesse. Alors c'est justement, ça m'amène à te poser 2 questions qui me viennent par le webinaire, questions posées par Jacques Paquier. La première, c'est une question tout à fait indiscrète, mais je la pose puisque je joue mon rôle. Êtes-vous candidat à votre succession à la présidence de la MGP? Alors, je te pose tout de suite la deuxième question pour te laisser le temps de répondre et de réfléchir à la première. La seconde renvoie à ce que tu viens de dire. La Fédération des promoteurs immobiliers vient de présenter des chiffres très inquiétants, pour ne pas dire mauvais, puisqu'il s'agit d'une baisse de 66% de la mise en vente des logements neufs. Et une explication avancée par la FPI, ce serait que, selon elle, ce serait en grande partie causé par l'hyperadministration à la française, à des règlements trop contraignants, des délais d'instruction trop longs. Bon, c'est effectivement, j'allais dire, un air connu, malheureusement, notamment dans le Grand Paris. La question de Jacques Paquier, c'est est-ce que tu penses qu'il y a là, peut-être pour le monde de demain, matière à simplifier, raccourcir, alléger ce que j'appelle, moi, la mauvaise crème dans le millefeuille. Voilà. Mais je n'oublie pas la première question. Êtes-vous candidat à votre succession à la présidence de la MGP? Je trouve que Jacques Paquier est tout à fait indiscret. J'avais oublié la première question et répondre à la deuxième. Bien. Non, mais sur la première question, pendant 4 ans, on a construit cette métropole qui est la première métropole du Grand Paris. Il y en aura peut-être une plus tard, un peu différente, mais on a construit cette première dans une unité d'action qui honore les élus, qui sont tous engagés à travailler ensemble pour la faire émerger, la rendre lisible et crédible. Cette action ne doit pas s'achever. Alors je ne sais pas si demain je serai encore maire de Rueil-Malmaison. Je le souhaite de tout cœur puisque je suis candidat pour un second tour le 28. Et si je suis élu maire, il y a toutes les raisons qui font que je souhaite terminer le parcours jusqu'à la prochaine loi qui probablement changera la gouvernance, changera le périmètre. D'autres continueront. Mais jusqu'à ce moment-là, oui, j'ai l'intention d'assumer mes responsabilités, bien sûr si on me fait confiance, parce qu'on a tous commencé ensemble et je souhaite qu'on puisse continuer ce fantastique travail qui a été réalisé. C'est enthousiasmant. Alors bien sûr, c'est du boulot,
Mais tu le sais, puisque tu y participes largement, Jacques. C'est du boulot, mais on le fait avec enthousiasme, on le fait avec passion, on le fait avec bonheur dès lors qu'on s'intéresse aux autres et que ce qu'on fait, c'est pour les populations. Moi, je n'ai plus rien à attendre de carrière politique. Elle est derrière moi, ma carrière. Et ce que je fais, je le fais sincèrement, en mon âme et conscience, pour que les populations puissent profiter d'une métropole utile à l'intérêt général dans le cadre de ses compétences. Voilà. Donc, si ça peut continuer, je souhaite que ça puisse continuer ainsi. Sur la deuxième question, je l'ai déjà oubliée. C'est la question de la simplification, hein, c'est-à-dire la viscosité du processus. Je plaisante en disant que je l'ai oublié. Parce que c'est une question que tout le monde pose depuis 50 ans. La France a la passion de la paperasse, la France a la passion de la suradministration, et la France déteste la simplification. Et quand on peut faire plus compliqué, on le fait. J'ai été député pendant 30 ans, j'ai fait la loi, et quand je présidais la commission des affaires économiques, mon principal travail était de simplifier les lois. Et j'avais même fait en sorte que l'on prévoie un dernier article des lois pour simplifier et supprimer tout ce qui concernait cette loi et qui avait été voté préalablement, pour simplifier. Bien, ça a été refusé à l'époque par le gouvernement, qui a cette propension de céder à l'administration, qui veut toujours plus de garanties, plus de sécurité et moins de responsabilité. C'est ça la vérité, c'est que plus personne ne veut prendre de responsabilité et faire des choix et assumer les choix. Donc on prévoit des textes qui font que tout le monde est protégé, mais il faut des réglementations pour mettre en œuvre ces textes. Alors oui, la réponse, tout à l'heure je parlais d'aménagement du territoire pour répondre à une question sur la surdensité. Là aujourd'hui, je dis oui, il faudrait simplifier à grands coups de faux, il faut couper tous ces textes qui sont sur des surréglementations inutiles. L'Europe nous impose des réglementations, et bien chaque réglementation que l'Europe nous impose, l'administration française en rajoute, contrairement aux autres pays européens, pour la rendre encore plus compliquée. Donc il faut qu'on fasse une grande purge nationale, il faut que le gouvernement s'y engage, et moi je pense qu'il faut lancer des opérations d'expérimentation de procédures beaucoup plus simplifiées pour voir comment ça peut fonctionner sur le terrain, et qu'en mettant un chef de file qui serait responsable d'une opération de ce genre-là, on voit comment ça peut être plus efficace que la suradministration qui existe aujourd'hui. Et l'expérimentation nous permettra peut-être de sortir de l'ornière. Ça renvoie peut-être à une dernière question, Patrick, si tu veux bien. Ce que tu nous dis là, ça renvoie à ce qui était, il y a quelques semaines encore, le projet de loi 3D, dont on a beaucoup parlé avant la crise, dont évidemment on ne parle plus aujourd'hui, et certains revendiquent une loi maintenant 4D. Le quatrième D étant diminution, voire destruction. Alors destruction, évidemment, c'est au deuxième degré, et ça renvoie à ce que tu dis. Est-ce qu'il ne faut pas profiter de cette après-crise, et c'est la thèse que défendent certains, pour remettre, j'allais dire, un grand nettoyage, dans le bon sens du terme, hein, de ce fameux millefeuille et de tout ce qui nous encombre. La question étant, est-ce que, si on prend un peu de recul politique, dans le bon sens du terme, est-ce que c'est vraiment le moment d'engager ce genre de réforme? Est-ce que le gouvernement, quel qu'il soit, aura l'audace, le courage, la lucidité de lancer ce débat? Alors, je pense que sortir de la crise économique que l'on va vivre, parce qu'on n'a pas encore prise de plein fouet, mais elle est annoncée, et on sait qu'elle va être terrible, ça va être une épreuve effroyable. Est-ce que pendant ce temps-là, c'est-à-dire dans l'année qui vient, le gouvernement aura le temps de s'occuper à d'autres problèmes, et puis en plus qui s'approcheront de plus en plus de l'élection présidentielle, où là tout le système est bloqué en France au moins un an avant l'élection présidentielle? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Mais pour répondre à ta question, c'est pas, bien sûr que ça serait bien de simplifier le millefeuille, mais c'est pas le millefeuille qui est le responsable de tout. Ce sont les décrets d'application des lois, ce sont les circulaires des ministères, c'est cette suradministration qui est liée à des documents qu'on nous envoie. Alors il y a le décret ministériel, il y a l'arrêté, il y a la circulaire, il y a les interprétations, etc., qui compliquent la vie des décideurs. C'est pas tellement le millefeuille qui complique la vie. Le millefeuille, on en fait notre affaire entre élus. C'est exaspérant, mais on en fait notre affaire. On gère les problèmes d'une manière satisfaisante. Le problème, c'est que les élus sont confrontés, comme tous les décideurs, les patrons d'entreprise, à des sur-règles
qui sont le résultat de la création de l'administration auquel le gouvernement ne met pas un terme. Regardez par exemple pour l'urbanisme, la loi Allure que Mme Duflot a défendue, qui nous crée des difficultés au niveau administratif dans le cadre de l'urbanisme tout à fait ahurissantes. Il y en a d'autres. Donc le millefeuille c'est bien, mais c'est pas, on va pas parler sans arrêt du millefeuille, le millefeuille. Millefeuille, on gère. Le problème, c'est la suradministration à cause c'est pas la suradministration, c'est la surréglementation. Donc le gouvernement, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, il n'a qu'à faire des comités de simplification des lois, et à partir du moment où ces comités travailleront, eh bien, ils élagueront. Ils ont commencé d'ailleurs à faire des commissions de simplification de la loi. Moi, j'avais lancé ce genre de principe quand j'étais président de la commission des affaires économiques, et ça avait bien marché. Il faut l'encourager, le développer. Tant que le gouvernement ne tapera pas sur la table et dira halte à la suradministration, ça n'avancera pas. Sachant qu'en l'occurrence, ce que tu stigmatises, c'est pas la loi, c'est le règlement. Et donc, c'est pas tout à fait pareil. Jacques, la loi bien souvent est bavarde. La loi bien souvent est bavarde. Le règlement est loquace. Attends. La loi bien souvent est bavarde. La loi bien souvent est imprécise. Bien souvent est imprécise. Et à partir du moment où la loi est bavarde et où elle est imprécise, ça laisse la possibilité d'interprétation par les décrets et ensuite les circulaires qui interprètent les décrets et qui, etc. Et puis après, il y a la justice qui s'en mêle. Et puis il y a la jurisprudence qui change la loi. Et à partir de là, il y a plusieurs canaux de complexification qui font que c'est de plus en plus compliqué. Chacun se demande pourquoi, mais nous, on le sait. Parce que c'est ce système-là qui s'alimente de lui-même, qui s'auto-alimente pour complexifier les choses. Parce que la jurisprudence, faite par les tribunaux, ce sont des modifications de la loi qui, bien souvent, compliquent l'application de la loi, etc., etc. On n'est pas là pour en parler, mais je suis prêt à affronter des débats à ce niveau-là, parce que j'étais passionné, pendant tout le temps que j'étais député, de construire la loi, et j'ai essayé de le faire de manière simple et moins bavarde que d'autres. J'ai essayé. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais j'ai essayé. En tout cas, merci beaucoup Patrick Ollier, donc président de la métropole du Grand Paris, candidat à sa succession parce que vraisemblablement sera réélu à Rueil-Malmaison, charmante petite commune donc des Hauts-de-Seine. Et ce qu'on peut retenir, 80 000 habitants quand même. Plutôt un bilan positif de cette métropole du Grand Paris, par ailleurs fragile, on le sait, mais peu importe. Et avec ce que je retiens, une volonté de rééquilibrage, une volonté d'action de proximité, c'est ce que j'ai retenu particulièrement, en étant au service quasiment des habitants, et pas seulement concentré sur quelques projets phares. Donc, j'allais dire une métropole à la fois deux dimensions, manifestement, quelques grands projets. Tu nous as parlé du centre aquatique olympique, il y en a quelques autres, notamment dans le cadre d'Inventons la métropole, mais aussi une métropole au service des gens. Une métropole de la stratégie, mais en même temps une métropole du quotidien. Il faut gérer l'avenir, gérer l'attractivité, mais il faut aussi gérer la proximité. Et c'est bien là le problème. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs échelons qui devraient, à mon avis, être simplifiés. Et enfin, c'est une métropole des maires, Jacques. Parce que ce sont les maires qui sont les plus capables sur leur territoire de prendre les décisions. On l'a vu dans la crise du Covid. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y a pas eu des maires, au passage? Voilà. Donc moi j'ai une grande confiance aux maires, quelle que soit leur sensibilité politique, parce que c'est eux qui sont là pour prendre des décisions opportunes. Et cette métropole des maires, il faut l'encourager et la renforcer. Merci beaucoup. Donc métropole des maires, ou peut-être la maire des métropoles demain. Voilà. Merci beaucoup Patrick. À bientôt. Nous tous les trois on reste en ligne, et à bientôt. Prochain Grand Paris Live. Grégoire de Lasteyrie la semaine prochaine. Merci à tous. Merci.